La bibliothèque, c'est un espace de liberté, c'est une égalité et c'est fait sans prétention, ce qui demande beaucoup de talent. On n'a pas l'impression que tout ça est orchestré, alors que derrière, je pense qu'il y a un gros boulot. Votre attention s'il vous plaît. Le 2 mars 2025, la Bibliothèque publique d'information a fermé ses portes et déménage dans le quartier de Bercy pour une durée de 5 ans. Le podcast Capsule BPI restitue l'esprit de cette bibliothèque installée depuis 1977 dans le Centre Pompidou, à travers les témoignages de celles et ceux qui la font vivre. L'épisode d'aujourd'hui parle de l'utopie BPI. Il évoque toutes les possibilités et les idées qui foisonnent dans cette bibliothèque unique en son genre et qui a marqué le paysage culturel dès son ouverture. C'est la richesse de la BPI d'avoir, en tant que chargé de collection, non seulement les acquisitions, mais aussi le traitement du document et la médiation. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout le circuit du document, ce qui donne une vision complète et qui n'existe pas dans d'autres bibliothèques, qui est très compartimentée. Et quand Jean-Pierre Seguin a créé cette bibliothèque, toutes les idées étaient bienvenues. C'était la création et ça fusait et tout le monde... Et c'était un peu à l'image du centre, de ce grand bazar où il y avait un certain désordre, mais une créativité folle, en fait. Et chacun y trouvait sa place et il faisait selon ce qu'il savait faire. Et on laissait faire les personnes qui avaient des idées et qui savaient faire. Quand j'avais 13 ans, je m'étais dit « Oh là là, c'est vraiment un endroit pour moi, un espace où j'avais envie d'être ». J'ai fait des études de lettres au départ. Je devais payer mes études. Donc j'ai travaillé très jeune comme magasinier pour payer mes études. Je suis tombée enceinte très jeune et pendant mon congé parental, en fait, j'ai repris des études. Mais j'ai repris des études en philosophie. Et donc je passais mon temps à la BPI parce que j'habitais pas très loin. Le papa gardait le bébé et moi j'allais à la bibliothèque pour travailler la philo. Et en fait, à un moment donné, on n'a plus d'argent. Il fallait absolument que je me remette au travail. Et donc, un peu en catastrophe, j'étais allée voir un bibliothécaire de la BPI et je lui avais demandé « Est-ce qu'ici, vous embauchez des magasiniers ?» Il m'avait dit « Écoutez, je ne sais pas, allez directement au secrétariat et allez demander. » Puis j'avais dit, désolée, je voudrais savoir simplement s'il y avait un poste de magasinier. Et donc la secrétaire qui était adorable, qui m'avait dit, écoutez, il y a l'adjointe de la directrice qui est là, vous pouvez la rencontrer. Et moi je lui ai dit, oui, tout à fait, merci. Et donc elle m'a fait rentrer dans son bureau et puis elle m'a dit, alors pourquoi vous voulez travailler à la BPI? Je lui ai dit, parce que depuis l'âge de 13 ans, en fait, c'est mon rêve quoi, de travailler, mais je ne sais pas trop ce qu'on y fait. Elle m'avait dit, oui, il y a un poste, effectivement, mais c'est un poste simplement pour faire des cartons, en fait, pour remplir des cartons à la relure. Mais j'ai dit, mais c'est tout à fait parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, moi, il n'y a aucun souci. Et donc, elle m'a dit, normalement, on pensait plutôt à un homme parce que, j'ai dit, mais c'est de la discrimination, c'est pas normal. Donc, j'ai dit, moi, il n'y a aucun souci pour remplir des cartons. Elle m'a dit, d'accord, ok. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la BPI. Quand tu es bibliothécaire, travailler à la BPI, ça représente le Graal, quoi. Tous les bibliothécaires ont envie de venir ici parce que déjà c'est une grande bibliothèque avec des moyens, on peut mener des projets d'envergure et puis la BPI elle a toujours eu cette image de laboratoire d'expérience. On peut tester des choses, il y a plein de médiations qui se testent ici, qui sont ensuite proposées ailleurs. Par exemple, les ateliers de conversation en français, c'est quelque chose qui a été mis en place à la BPI il y a un certain nombre d'années maintenant et qu'on trouve dans énormément de bibliothèques en France. Le principe des ateliers de conversation, c'est pour les personnes qui veulent apprendre une langue. C'est animé par une personne qui est native de la langue proposée et qui lance un sujet de conversation. Donc on est en groupe, les participants sont en groupe, ça peut monter jusqu'à une quinzaine de participants et participantes. Et il y a un sujet de conversation qui est proposé et on discute autour de ce sujet-là. Et l'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer dans la langue. Donc en général, c'est plutôt des moments sympathiques où les gens se rencontrent, il y a des personnes de tous les pays qui viennent et qui participent. Et à la fois, ça permet de s'exprimer dans la langue et puis c'est aussi un lieu de rencontre. Souvent, les gens sympathisent, il y a une bonne ambiance, c'est vraiment très chouette. C'est un modèle qui s'est bien exporté, qui a bien fonctionné. Et c'est ça qui attire aussi quand on est bibliothécaire, c'est d'avoir envie de venir tester toutes ces choses ici à la BPI. Dans le laboratoire de langue, il n'y avait que des langues. Et du coup, le laboratoire était divisé en deux. Il y avait la partie qui proposait il y avait 40 cabines, où là, on proposait des méthodes de langue, de grandes langues,
l'anglais, l'espagnol, le français, et un deuxième laboratoire, un plus petit, où il y avait toutes les autres langues. Mais toutes les autres langues et dialectes. Dans ce même espace, derrière les deux laboratoires, il y avait également tous nos techniciens, le bureau de nos techniciens qui étaient sur place et qui copiaient les méthodes de langue sur cassette. Voilà. On avait des racks, ce qu'on appelle des racks, donc des grandes armoires. Donc les gens s'inscrivaient à l'accueil. Quand leur session était arrivée, ils venaient, on leur donnait, on remettait les cassettes qu'ils voulaient écouter, qu'ils souhaitaient écouter, les méthodes. Donc on ne nous donnait pas les cassettes pour travailler, elles étaient dans des machines derrière le comptoir, clac, clac, vous allez au poste 1. On gardait la cassette, on leur remettait le livre. On leur attribuait une cabine et nous, on leur mettait la cassette, on la mettait en route et eux, depuis leur cabine, ils avaient moyen d'arrêter, d'avancer, de s'enregistrer, de faire ce qu'ils voulaient avec la cassette. En fait, ils la commandaient à distance. Donc on était quand même très innovants à cette époque sur ce système. Mais en plus, je pense qu'on était les seuls à proposer autant de langues, de diversité au niveau des langues et autant de méthodes de langue. Je pense qu'on était les seuls à avoir ce laboratoire de langue. Et beaucoup de bibliothèques, d'ailleurs, se sont inspirées de la BPI. Je suis revenue en 99 pour apprendre le Lakota une première fois et me passionner non seulement pour cette langue, mais pour les peuples premiers. C'est pas que les Lakota, c'est vraiment les peuples premiers de la planète. Et cette ouverture au monde, avec un grand M pour moi, parce que c'est celui qui est le plus en danger, et c'est pourtant celui qui nous sauvera, parce que c'est eux qui ont une connaissance, une conscience de la Terre et de tout le mal qu'on lui fait. J'ai cette ouverture grâce au labo de langue. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Un jour que je sortais donc de la cafette pour rentrer chez moi, j'entends une dame dire... On va aller sur l'ordinateur, on va regarder, puisqu'il y a des ordinateurs en bas, tout en bas. Je dis à la dame, il y a des ordinateurs ici? Elle me dit, oui, au rez-de-chaussée. Ah, mais j'ai dit ça alors. Les premiers ateliers Internet se sont déroulés à la BPI Brantôme, puisque c'était la BPI fermait pour la première rénovation et pour une réouverture future en 2000. Et donc, on avait été hébergés dans l'espace qui est maintenant le Roi Merlin. Et à l'entrée de la bibliothèque, on avait installé, un peu avec les moyens du bord, un espèce de renfoncement où on avait mis des petites chaises en plastique, un petit écran. Enfin, vraiment, c'était le degré zéro de la médiation numérique. Et en fait, on avait juste une feuille A4 où on nous apprenait ce que c'était le HTML, Tim Berners-Lee, le CERN, et puis ce que c'était le web, en fait. Et donc, le public était très curieux, hein, parce qu'à l'époque, en fait, Internet, c'était presque magique, hein, en fait, voilà. Et donc, plus qu'une formation au numérique, c'était plus un échange, un petit peu avec ce qui se passe autour de l'IA actuellement, je trouve. C'est-à-dire que on a l'impression d'un pouvoir occulte, et puis, donc, on avait des questions du public, mais qui est derrière Internet? Qui dirige Internet? Et donc, il y avait déjà ces questions-là. Et quand je fais ça, est-ce que quelqu'un peut me subtiliser mes informations? Enfin, il y avait beaucoup d'inquiétudes, un petit peu comme ce qu'on rencontre maintenant sur l'IA. Et en fait, ce qui était un peu drôle, c'est que nous, les bibliothécaires, je dis pas qu'on était presque au même niveau que le public, mais on était obligés de se former, et d'approfondir et de donner des cadres un petit peu. Et comme toujours, le public fait énormément confiance aux bibliothécaires. Ce qui était intéressant, c'était le débat en fait avec le public pour nous-mêmes nous mettre en dynamique aussi vis-à-vis du numérique, qui était un secteur difficile pour les bibliothécaires à l'époque, qui était beaucoup plus orienté papier, et c'était toujours assez rempli, hein. Même si on leur proposait pratiquement rien en fait, seulement un débat, quoi. La
BPI, elle est très différente parce qu'elle est déjà pas dans un bâtiment comme les autres. Je pense que l'architecture y fait énormément. Le fait que ce soit un bâtiment qui n'est pas qu'une bibliothèque, mais un centre culturel qui a ouvert dans cet esprit de mai 68, d'université de la rue. Alors, le centre Pompidou, à la base, ça devait être un centre d'information, en fait, surtout avec un écran géant qui devait retransmettre l'actualité en live. Et en fait, ça a surtout été la BPI, en fait, qui a repris cette idée. Et d'ailleurs, le centre Pompidou, au début, c'était la bibliothèque d'abord, le musée est venu après. C'est quand même exceptionnel, une bibliothèque ici, qui est liée avec un musée, avec du spectacle vivant, du cinéma. Ce lieu qui a plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'il y a un musée, il y a des spectacles vivants, il y a des conférences, il y a vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'on peut arriver dans le centre, et se dire, tiens, je vais au musée, ah ben non, je ne vais pas aller au musée, je monte à la bibliothèque, ou inversement. Je vois les habitués au musée, dans les conférences, je vois les habitués à la BPI que je ne vois pas ailleurs. Donc à chaque fois, c'est comme une place de village, quoi. En plus, à l'époque, il y avait une vie sur la piazza, c'était énorme. Puis c'était très politique. Donc il y avait des discussions. Et on en voit encore, parce que certains viennent ici, ils ont des habitudes. Et le soir, moi je reste tard, entre 21h45 et 22h, on les retrouve installés entre la boutique du centre, la banque d'accueil, ils sont là, ils discutent. Et eux, ils viennent que pour discuter de ça. Ils viennent voir ça. L'idée des braves de comptoir me plaise bien, ces gens qui discutent, mais parce que c'est sérieux ce qu'ils discutent. On sent qu'il y a un fil en fait, de toute une logique, de la conception du centre, de ce qu'il voulait être, de ce qu'a pu être la BPI et de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi, je pense qu'il y a eu un respect pour les génies du lieu. Je pense que tout le monde est conscient que c'était un concept complètement pionnier, qui est resté assez unique d'ailleurs, et comme quelque chose de sacré à garder. Alors il y a eu beaucoup au moment de la mondialisation, où les musées prenaient beaucoup d'importance, qu'il fallait être très compétitif au niveau du musée, qu'il fallait mettre la bibliothèque dehors, qu'elle ne rapportait pas d'argent. Et Madame Pompidou, à l'époque, a été la garante de la présence de la BPI au sein du centre. Et elle était très attachée à ce concept de pluridisciplinarité. Et je pense que ce qui est quand même assez fort avec la BPI, c'est qu'elle a su créer une culture en elle-même. Et cette culture qu'on a pu targuer d'utopique dans les années 70, de par le fonctionnement transversal du service public qui est égalitaire, d'un point de vue de management, en fait, ça a créé une culture. Et ça, effectivement, je l'ai pas retrouvé dans d'autres bibliothèques. On est dans la culture, dans l'accès à la culture, à la connaissance au sens large et positif. C'est-à-dire, c'est pas de la culture réactionnaire. C'est pour ça que je dis positif. C'est pas du complotisme, c'est pas du. Et ça, c'est essentiel. Capsule BPI, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Laurent, Maïta, Agathe, Camille, Stéphanie, Frédéric, Myriam et Jean-Philippe d'avoir partagé leurs souvenirs de l'Utopie BPI. Ce podcast a été imaginé, enregistré et monté par Fanny Tapia au développement des publics, Julie Lavielle, chargée d'études en sociologie, et Marion Ribera à la communication. Mixage Renaud Guis et conception graphique Claire Mineur.